Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue, l'émission où l'on débat chaque jour plus chaude. Cette actualité, elle est aujourd'hui tragique. Après les deux attentats de Marseille puis de Las Vegas, ce sera le premier sujet au sommaire de notre émission, alors que l'État islamique, via son agence de propagande, vient de revendiquer l'attentat de Las Vegas, affirmant que l'auteur de la fusillade s'était converti à l'islam, informations qui ne sont pas pour l'instant confirmées par les autorités américaines. Nous allons également reparler du référendum en Catalogne qui a eu lieu hier, qui s'est traduit par une majorité écrasante en faveur de l'indépendance, mais aussi par de nombreuses échauffourées entre la police espagnole et les manifestants désireux d'aller exprimer leur point de vue. Nous allons reparler de l'impôt sur la fortune avec la réaction de François Bayrou critiquant le fait qu'un certain nombre d'objets de richesse soient exonérés de cet impôt qui se retrouve réservé pratiquement à l'immobilier. Et puis nous parlerons de la journée sans voiture qui a eu lieu à Paris hier. Était-ce une formidable nouvelle pour l'écologie ou une sorte de coup de force légal de la maire de Paris, Anne Hidalgo? Nous allons en parler avec nos quatre invités. Salut, bonsoir Lucille Schmidt. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de la Fondation Verte Européenne. Votre dernier livre, La France résiste-t-elle à l'écologie, est paru l'année dernière. Vous avez été, mais vous n'êtes plus, une élue du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Anne Fulda, bonsoir. Vous êtes l'une des grandes plumes du Figaro, on ne vous présente plus. Vous êtes aussi l'auteur d'Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, qui est la biographie de référence du président de la République et qui est paru chez Plomb. Bonsoir Dominique Régnier. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes également professeur à Sciences Po. Et la dernière étude de votre fondation, qui est basée sur une très grande enquête dans 26 pays différents, sera publiée cette semaine aux éditions Plomb. Ça s'appelle « Où va la démocratie ?» et le Figaro Magazine a eu la joie d'en révéler les extraits les plus forts dans son numéro du week-end dernier. Et bonsoir Alexandre Devecchio. Bonsoir. Journaliste au Figaro, à la rubrique Débat Opinion. Vous êtes le responsable du Figaro Vox, l'espace de débat et de confrontation de points de vue du Figaro.fr. Vous êtes l'auteur des Nouveaux enfants du siècle, paru aux éditions du Cerf. Je vous propose donc de commencer par parler des attentats, l'attentat de Las Vegas, mais surtout l'attentat de Marseille. Et je vous propose de nous focaliser sur la réaction des pouvoirs publics, parce que je pense qu'il est trop tôt pour commenter ces deux événements, dans la mesure où on ne connaît pas encore précisément le profil de leurs auteurs présumés. Après la fusillade de Las Vegas, Donald Trump vient de dénoncer le mal absolu, alors que cet attentat a fait donc, je vous le disais, au moins 50 morts et 400 blessés, dans un acte qui représente le mal absolu, a indiqué le président des États-Unis. Tandis qu'Emmanuel Macron, lui aussi, avait réagi sur Twitter à l'attentat de Marseille, profondément indigné par cet acte barbare. Je salue les militaires de Sentinelle et les policiers. Le ministre de l'Intérieur, lui aussi, réagissait sur Twitter pour indiquer qu'il se rendait immédiatement sur les lieux, tandis que le Premier ministre, toujours sur Twitter, exprimait sa colère et sa tristesse pour les victimes. Soutien aux militaires et policiers de Sentinelle qui nous protègent, a tweeté Édouard Philippe. Nous ne baissons pas la garde. Dominique Régnier, les attentats se suivent et les réactions sont toujours les mêmes. On a une espèce d'impression de déjà-vu, mais aussi peut-être d'impuissance. Certainement. Enfin, là, pour celui qui a eu lieu à Marseille, je sais peu de choses sur celui qui a eu lieu aux États-Unis aujourd'hui. Mais pour Marseille, c'est le type d'acte qui se dérobe à toute prévention, à toute forme d'anticipation. Nous sommes dans des sociétés ouvertes, donc par définition poreuses. Et alors, encore une fois, si jamais ça s'inscrit dans la logique de l'attentat à détermination dite religieuse, islamiste, c'est une autre façon de dire que nous sommes dans un univers désormais d'interconnexion où on peut être à l'intérieur d'un espace protégé, un territoire national, en relation avec des idées qui circulent dans le monde et qui vous amènent à commettre l'irréparable. Donc c'est vraiment une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte.
Et j'imagine que ça va nourrir dans les sociétés une demande très forte de contrôle, d'autorité et de surveillance. Il faudra veiller à ce qu'on ne bascule pas dans des sociétés où la liberté serait de plus en plus limitée. Alexandre Devecchio, cette demande sera peut-être d'autant plus forte que, d'après ce que l'on sait, l'auteur de l'attentat de Marseille était un étranger en situation irrégulière, arrêté à plusieurs reprises et toujours remis dans la nature. Oui, j'allais y venir, pardon, mais on est très loin d'un État liberticide. On est plutôt en face d'un État défaillant. Je rappelle quand même que la première des libertés, c'est la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des Français, la question qui se pose, c'est que faisait ce monsieur qui était en situation irrégulière, récidiviste sur le territoire. Il y a un moment donné où l'état de droit doit être respecté. Donc je ne crois pas du tout qu'on est face à un risque d'un État quasi dictatorial ou trop autoritaire. Pour l'instant, on est face à un État qui est défaillant. On est certes dans une société ouverte, mais je crois que la mission des pouvoirs publics, c'est quand même de protéger les citoyens, et il faudrait peut-être réfléchir justement à où est-ce qu'on met le curseur entre l'ouverture totale et un minimum de fermeture pour nous protéger. Je crois que c'est la question de fond que cet acte-là pose. Et moi, je suis très inquiet de la banalisation hier sur les chaînes d'infos où on parlait davantage de la violence en Catalogne. On y reviendra peut-être, mais il me semble que là, on est dans le maintien de l'ordre et que finalement, il y a une certaine légitimité de l'État à exercer la force. Et de l'autre côté, on ne s'indigne pas qu'on puisse égorger et éventrer des femmes dans la rue en France. Donc je pense qu'il va falloir trouver quand même le bon curseur entre laxisme et autorité. Lucille Schmitt. Moi, j'ai été frappée de l'expression qu'a employée Emmanuel Macron pour réagir à l'attentat à Las Vegas, lorsqu'il a parlé de violence contemporaine. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans une manière de qualifier, je suis plutôt en accord avec ce que vient de dire Dominique Régnier, un sentiment d'angoisse sur le fait de ne pas pouvoir maîtriser des choses qui vont arriver. Et en fait, c'est peut-être ça qui peut rapprocher ces deux attentats, c'est-à-dire le côté contemporain du fait de se dire, mais n'importe qui peut devenir un terroriste. Moi, c'est ça qui me frappe. Je ne sais pas comment il faut qualifier le profil de ceux qui assassinent et qui tuent, mais le sentiment qu'ils sont à la fois peut-être des condamnés de droit commun, parfois effectivement des migrants sans papier, parfois des personnes... je rappelle que celui qui a tué à Las Vegas a été qualifié par son frère de totalement normal. Donc parfois des personnes qui peuvent être nos voisins. Donc il y a quelque chose là qui est profondément angoissant et je ne suis pas sûre qu'il suffise de dire que l'État a failli pour maîtriser cette question de l'angoisse et ce problème qui, à mon avis, dépasse largement les frontières françaises. Donc il peut y avoir là-dessus des réactions politiques en disant, quand on est dans l'opposition, en disant c'est de la faute du gouvernement d'Édouard Philippe. Mais je crois que le problème... C'est pas la faute du gouvernement, c'est une évolution de fond, l'ouverture des sociétés, mais quand même c'est une escalade. Enfin, les attentats, c'est pas le premier, donc on peut pas dire comme ça peut arriver partout dans le monde. Je trouve qu'il y a une forme de démission politique à banaliser ces choses-là et à dire oui, c'est de la violence contemporaine, ça peut arriver un peu partout, on baisse les bras. Non, mais j'aimerais bien qu'on comprenne ce que j'ai voulu dire. Dire que c'est de la violence contemporaine, c'est-à-dire dire quelque chose qui effectivement peut être un peu conceptuel, ne veut pas dire qu'on banalise, qu'on minimise. Ça veut dire que celui qui pratique la violence peut être peut-être votre voisin est quelqu'un que vous n'imaginiez pas devenir un terroriste, pour des raisons qui peuvent tenir au fait que vous changez d'identité, vous êtes quelqu'un au fond d'imprévisible. Donc c'est l'imprévisibilité et la question du risque que je voulais qualifier ainsi, c'est certainement pas le fait de dire qu'il faut baisser les bras. Même si, Anne Fulda, les Français ne ressentent peut-être pas les choses comme ça, parce qu'on leur dit ça pourrait être n'importe qui, mais il y a quand même des profils pour l'instant, et ces attentats, en tout cas celui de Marseille, comme les précédents, ils sont commis au nom d'Allah. Et on a l'impression que les politiques ne veulent pas trop aborder ce sujet-là. Moi, je suis d'accord avec Alexandre. Je trouve qu'il y a une banalisation assez inquiétante de ces actes-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on poignarde de femmes, on égorge de femmes. Quand même, effectivement, l'enquête n'est pas terminée. C'est quand même quelqu'un, effectivement, c'est peut-être de la violence contemporaine, mais c'est... Il parlait de Las Vegas, sur la violence contemporaine. D'accord. Néanmoins, on ne sait pas encore, mais bon, ça ressemble quand même à un acte terroriste, on attend de voir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a comme ça des actes partout dans le monde qui surviennent. Il y a le sentiment d'une espèce d'impuissance, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment réagir. Avec aux États-Unis, la différence concernant la tuerie de Las Vegas, c'est qu'il y a en plus
ce débat sur la vente libre d'armes, puisque a priori le tueur avait 10 fusils avec lui, et c'est vrai que c'est qui a été très, très soutenu pendant toute la dernière campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Hillary Clinton vient de réagir en disant qu'il serait temps peut-être de changer de position sur ce thème-là. Alors c'est vrai que nous n'avons pas ce débat-là en France. Oui, je crois qu'il ne faudra pas tout mettre sur le même plan. Bon, il y a ce qui s'est passé aux États-Unis, mais en France, on est très clairement visé depuis un certain temps, depuis 2015 au moins. C'est quand même pas le premier attentat. Il y a une forme de répétition et effectivement, le profil, on le connaît à peu près. C'est malgré tout, il faut bien dire, souvent une jeunesse d'origine immigrée qui est désintégrée culturellement et socialement et qui se revendique d'une idéologie très particulière qui est celle de l'islam radical. Alors, on peut dire qu'on ne sait rien sur mais le mode opératoire porte quand même la signature de l'islam radical et Daesh l'a revendiqué. Donc je pense qu'il y a quand même deux problèmes différents. Certes, sans doute un problème très particulier à la société américaine qui est une société violente. Les armes circulent librement, mais aujourd'hui, on a un problème d'idéologie islamiste installée sur le territoire, souvent d'ailleurs des gens qui ne viennent pas forcément de l'étranger, encore que là, la personne était en situation irrégulière, mais qui sont désintégrés, qui ont la haine de la France et qui veulent détruire la France pour ce qu'elle est, pour sa culture, pour son identité. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Il y a quand même des mesures policières de bon sens, je le répète, on ne comprend pas ce que cet individu faisait là. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de cas. Le père Hamel, on avait quelqu'un sous bracelet électronique, mais qui voulait partir en Syrie. À Nice, je rappelle, c'était encore quelqu'un en situation irrégulière. Donc d'abord, il y a un problème policier, simple qu'il va falloir régler. Et ensuite, il y a un problème idéologique auquel il va falloir s'attaquer, puisque ces individus-là viennent de cités ghettoisés, communautarisés, et qui sont le terreau finalement du terrorisme. Même si l'islamisme ne conduit pas au terrorisme, il en est le terreau, et tant qu'on n'aura pas asséché ce terreau, on n'en finira pas. Donc les choses doivent être dites une bonne fois pour toutes, et il y a des mesures à prendre concrètes. Je vais rebondir Dominique Régnier là-dessus, d'autant que l'opinion publique européenne, si on en croit cette enquête à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, et avec des sondages que vous avez menés dans quasiment toute l'Union européenne, indique qu'effectivement, il y a vis-à-vis, cette fois-ci d'un point de vue global, vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis de l'immigration, et pas seulement vis-à-vis du terrorisme, un rejet des Européens qui va croissant. Oui, c'est très net. Enfin, il n'y a aucun doute en termes de mesures. Les Européens considèrent l'islam comme une religion dangereuse, ont un problème avec l'immigration, parce qu'ils considèrent que l'immigration, c'est ce qui fait entrer l'islam en Europe, avec les problèmes liés à l'islam, de conflits interculturels sur toute une série de sujets qui sont souvent abordés entre les hommes et les femmes, la liberté d'opinion, etc. Le retour du religieux dans l'espace public, ça c'est aussi un élément, on n'aura pas le temps d'en parler, mais qui est très important. Mais c'est très important. Ce sont les mêmes Européens qui répondent cela, qui disent le moins, dans les enquêtes qu'on peut faire aujourd'hui, qu'ils sont intolérants. C'est-à-dire que c'est avec une vraie tolérance exprimée et le souhait, par exemple, qu'on vienne au secours des réfugiés qui sont en difficulté. Il y a des distinctions qui sont faites qui sont très importantes. Ce n'est pas un jugement brutal, de rejet, comme on pourrait le penser spontanément, et comme souvent d'ailleurs on stigmatise le point de vue de ces citoyens. En les disant racistes, pour faire voilà, court. racistes, etc. Ce n'est pas ça du tout, c'est une combinaison de très grande tolérance à toute une forme d'indicateurs qu'on a testés, et qui font certainement de l'Europe l'espace le plus tolérant du monde, il faut aussi le rappeler, le plus ouvert, qui sont très désireux d'accueillir des personnes en difficulté parce que réfugiés, ça c'est aussi, mais qui ne comprennent pas ce qui leur arrive une fois que ces mouvements se produisent avec ces retournements. De toute façon, du commentaire de faits qui sont... Moi, je suis un peu hésitant parce que ce sont des faits que je considère pour ma part comme encore obscurs, même si on a déjà des éléments. De toute façon, on a des problèmes avec des Français qui sont arrivés par l'islam à des comportements dangereux, mais je veux préciser aussi qu'à Londres, en 2005, les auteurs des attentats étaient des Britanniques qui étaient nés sur le sol britannique, effectivement convertis à l'islam,
mais qui étaient diplômés, très bien diplômés, et qui avaient des métiers tout à fait confortables. Donc même la variable, je dirais, sociale est compliquée à utiliser dans ce genre de circonstances. Lucille Schmid. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a plusieurs choses à la fois et une vraie confusion. Il y a évidemment la question du droit à la sécurité, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Il y a la question du migrant qui n'est pas le français musulman. Il y a la question d'associer l'islam et le terrorisme, ce qui maintenant se fait de manière de plus en plus spontanée. Et là-dessus, le sujet, c'est au fond de réagir et d'élaborer un discours politique. Lorsqu'on est musulman, on est concerné, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui concerne aussi, j'allais dire, le gouvernement, la classe politique dans son ensemble ? Personnellement, moi je me rappelle quand même d'autres sondages qui disaient bien que 90% des musulmans français se sentaient laïcs. Et donc il y a une espèce de contradiction dans les termes qu'il nous faut apprendre à traiter. Et ce qui m'ennuie en fait dans le discours que nous tenons ensemble, c'est que nous avons tendance à assimiler peut-être des personnes qui individuellement ne se ressemblent pas tant que ça, et qu'en même temps l'État islamique ne cesse de revendiquer le moindre acte de violence. Donc je trouve qu'il faut différencier les choses, mais j'observe que l'État islamique revendique tout ce qui se passe aux États-Unis, en France, etc. Alors on dit que ce sont des déclarations d'opportunité, mais ça crée un climat d'angoisse qui est profond et pour développer un discours, pas seulement des mesures policières. Je vous propose de passer à un autre événement de ce week-end, moins dramatique. Heureusement, le référendum en Catalogne, vous savez que cette votation, comme on dit chez nos amis suisses, était organisée pour ou contre l'indépendance de cette région. Elle se faisait en opposition avec le pouvoir central, puisque Madrid avait bien affirmé que ce référendum était illégal, donc a essayé de l'empêcher avec des moyens policiers importants qui ont été déployés, d'où des actes de violence, des affrontements assez rudes qui ont été montrés dans les médias, d'où aussi des réactions assez forte des responsables politiques français, pas du pouvoir exécutif, notons-le, ni le président de la République, ni le gouvernement ne se sont prononcés sur ce qui s'est passé hier, mais on a vu par exemple Benoît Hamon, l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, déplorer ces images de violence au cœur de l'Europe. L'un des patrons du MoDem, le parlementaire Marc Fesneau, a lui aussi envoyé un tweet pour critiquer ce qui s'était passé hier, en tout cas pour critiquer la position de Madrid, laquelle position a été en revanche défendue assez vivement par l'ambassadeur d'Espagne en France, Fernando Cardera. Il était ce matin l'invité du Figaro, et lui dénonçait clairement des fraudes massives. Écoutez. Ce n'est même pas un simulacre de démocratie, c'est propre d'une république bananière. Et on a vu des urnes qui étaient pleines avant d'arriver au locaux. Des fraudes avant la consultation. Mais des fraudes massives. On a changé les règles de vote 45 minutes avant la votation. Et en quel pays au monde on change les règles de vote 45 minutes avant une votation? Oui, Pascal Fulda, on a surtout vu en France ces images qui ont suscité beaucoup de protestations. On n'a pas dit qu'il y avait aussi eu beaucoup d'abstention dans ce référendum et qu'il ne faisait pas l'unanimité dans la région. Oui, mais c'est vrai que là, c'est là où on voit encore le poids, le choc des photos et des images, quoi, parce que c'est évident que lorsqu'on voit des personnes qui souhaitent voter être tirées par les cheveux, violentées, la première réaction est une réaction d'indignation et de rejet. Néanmoins, visiblement, c'est ça, parce que bon, les indépendantistes savaient qu'ils iraient au clash, donc qu'il y aurait un bras de fer, on y est. Les propos de l'ambassadeur sont assez forts de la République bananière, sur les mœurs de République bananière, etc. C'est vrai qu'on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Néanmoins, l'attitude du gouvernement et au-delà de l'Europe sera importante dans les jours à venir. Macron a quand même téléphoné à son homologue à Rajoy pour lui exprimer son attachement à l'unité institutionnelle de l'Espagne. Donc il y a ça sera important, ça sera un test. Et le fait, est-ce que le gouvernement espagnol va pouvoir rester sur sa position ferme? Et quelle va être la position de l'Europe? Est-ce qu'il y aura effectivement l'Europe aussi? Oui, par exemple en France, où il y aura l'année prochaine un référendum en Nouvelle-Calédonie. Mais celui-là, pour le coup, étant légal. Dominique Régnier, pour parler vulgairement, c'est indémerdable ce dossier. Ça paraît vraiment, oui, c'est vraiment très, très obscur et on peut être pessimiste parce que c'est l'opposition entre deux qui
qui appartiennent à la même famille. D'un côté, la souveraineté démocratique, un peuple qui veut voter. De l'autre, le respect de la règle dans un état de droit. Et constitutionnel, ce référendum est illégal. Ça, c'est clair. Les Catalans eux-mêmes ont ratifié la Constitution espagnole qui mentionne que ce type de question se tranche dans un cadre constitutionnel qui n'existe pas aujourd'hui et à l'échelle de la nation. Donc ça, on peut l'opposer. Ce n'est pas la peine, comme l'a fait l'ambassadeur, d'aller voir si les urnes étaient bourrées avant. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas constitutionnel. Et c'est là que l'ambassadeur, ça me frappe d'ailleurs, commet la même erreur que son gouvernement. C'est peut-être d'ailleurs la ligne que l'on ressent ici. C'est une erreur absolument grossière. Quelle idée étrange d'envoyer la police taper sur des gens qui veulent voter quand le référendum n'est pas légal. En 2014, un référendum de même type a eu lieu en Catalogne. Il était marqué par l'abstention, ça n'avait aucune valeur, c'est des votes. C'est ensuite au gouvernement espagnol de traiter de manière juridique, y compris avec éventuellement des pénalités, puisqu'on a occupé des lieux publics, d'événements créés par des indépendantistes qui ont la force des images pour eux. Là, le disait, vous mettez des braves gens qui veulent aller voter et de l'autre côté, leur tape dessus, la bataille est perdue. On se demande même si ce n'est pas une espèce de grand piège médiatique dans lequel serait tombé un gouvernement démocratique. Lucille Schmitt, c'était un piège ? Moi, je pense qu'il faut lire ça aussi par rapport à l'histoire de l'Espagne. C'est-à-dire que le droit en Espagne, c'est aussi l'histoire franquiste. Et il y a quelque chose où on s'est sorti du franquisme en reconnaissant au fond le fédéralisme. Et donc on n'est pas en France. Je suis pas en train de. Je pense que c'est très difficile. Cette situation est effectivement assez indémerdable, comme vous le disiez. Et je pense que la question de la violence, c'est pas seulement les images, c'est que ça ressuscite aussi des souvenirs par rapport à l'histoire de l'Espagne, au franquisme. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est qu'en 2006, la Catalogne a obtenu un statut extrêmement favorable en termes d'autonomie qui a été remis en cause par l'intervention de Rajoy. Et je pense que ce qui s'est passé depuis quelques semaines, c'est au fond un ressurgissement de choses qui existaient et que nous, on a conscience, qui est une sorte d'antagonisme bien installé entre la Catalogne et Rajoy et qu'il a voulu gagner à tout prix. Et que ça explique l'erreur dont parlait Dominique Régnier, qui au fond, qu'il a joué, je ne veux pas te parler du fier Hidalgo, mais enfin, il a joué quelque chose qui n'allait absolument pas. S'il est Premier ministre, il n'a pas à jouer les choses en termes de crispation de cette façon. Il pouvait tout à fait laisser les choses arriver, mais ça ressuscitait des souvenirs, parce qu'en 2006, la Catalogne, par exemple, avait fait acter le fait que c'était une nation, la Catalogne, et lui, il a fait invalider ça par le tribunal en 2010, le tribunal constitutionnel. Donc on est dans quelque chose qui ne s'arrête pas, et au fond, il a remis une pièce dans la machine. Alexandre Devecchio, sur les réseaux sociaux, Mohamed Cherif Benateya nous demande pourquoi ne pas traiter la crise catalane comme l'ont fait les Anglais avec l'Écosse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un référendum en Écosse. Bon, les Écossais ont voté non et tout ça s'est passé paisiblement. Oui, mais ça doit se faire dans le consensus. Là, ça n'a pas été le cas. Bon, les mêmes qui défendent ce référendum sont ceux qui expliquaient souvent au lendemain du Brexit qu'il ne fallait plus faire voter les gens parce que les gens n'étaient pas capables de voter. Donc je me méfie de ces élites éclatées qui, là, s'indignent que l'État espagnol se défende en quelque sorte son unité et qui, de l'autre côté, ne veulent pas laisser la parole au peuple dans un cadre européen. D'ailleurs, l'Europe joue quand même un rôle assez ambigu. Pourquoi est-ce que le Brexit c'était mal et que la Catalogne indépendante c'est bien, pour faire court? Je pense que les européennes qui, depuis toujours, dans la construction européenne, ont poussé les régions contre les États et on s'imagine que cette situation va faire peut-être... Je crois que c'est absolument le contraire et qu'on est dans le problème de la partition généralisée. Moi, je trouve que ce qui se passe est très inquiétant. Tout à l'heure, on parlait de l'ouverture. À force de faire un monde totalement ouvert, on observe qu'il y a de plus en plus de frontières. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, une espèce de repli régional. Et je pense que si on laisse faire ça, on va vers un morcellement très important en Europe, y compris en France. Justement, quand les États ne cultivent plus leur sentiment d'appartenance, sont défaillants, les gens se replient et c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Notre paradoxe, c'est que chez les souverainistes, quand même là, ils sont un beau cas d'identité nationale exaltée, fondée sur la souveraineté démocratique, c'est le catalanisme. Hein. Et non, mais c'est un vrai sujet.
qui sont... Alors, le catalanisme, c'est vraiment une culture nationale. Alors ça, c'est vraiment ça. Jusqu'au nationalisme le plus exalté, il est interdit d'enseigner dans une autre langue que le catalan, alors que c'est constitutionnellement obligatoire d'enseigner aussi en espagnol. Ils ont recours à la souveraineté démocratique. Et là, on entend maintenant la défense de l'État-nation espagnol. Moi, je n'ai pas de bille dans cette affaire, mais c'est frappant de voir comment les... Je veux dire que mes préférences sont confuses là-dessus. Parce que non, ma préférence est claire. Elle va à l'État-nation. Je crois qu'elle va à l'État-nation et qu'il faut... Et qu'un État-nation qui défend sa culture ou ses cultures est moins menacé par le risque de repli qu'un État-nation. On se rappelle, Dominique Reynaud, que vous vous étiez présenté aux élections régionales. Dans cette région. Il y a une Catalogne française. Beaucoup plus calme, heureusement. C'est vrai. Avec une petite minorité qui voudrait avoir ce genre d'horizon, mais qui est plutôt... Et vous auriez refusé le raccord de l'indépendance si vous aviez été... Non, vous savez qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là, mais j'avais, dans mon programme, j'avais souhaité, nous étions deux candidats, et l'autre était un candidat de l'écologie d'ailleurs, moi j'avais souhaité que l'on reconnaisse davantage leur culture, qui est une culture riche, une vraie culture. C'est comme l'occitan, si vous voulez, c'est des vraies langues, des vraies cultures. Et apparemment, ça n'a pas suffi aux Catalans espagnols, parce que Dieu sait qu'on leur en a donné de l'autonomie. Je voulais juste dire une petite... On ne parle pas assez, c'est que la Catalogne est la région la plus riche d'Espagne, et qu'en faisant ces 20% du PIB, et que moi je suis d'accord avec l'idée que l'État-nation, ça peut être aussi la redistribution des richesses, et qu'il y a quelque chose qui peut sembler assez égoïste et dont on ne parle pas assez en termes économiques et en termes sociaux, dans cette volonté de séparatisme espagnol. Et puis, je n'ai pas totalement terminé, Alexandre. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que sur l'Écosse, c'était un référendum légal. Donc il y avait une vraie différence, et que ça me semble essentiel, et que là-dessus, la façon dont l'Europe joue, un moment où il faudra que l'Union européenne devienne une puissance politique face à de telles contradictions des régions et des États. Vous parliez des riches, que sont les... Rester chez les riches avec l'impôt sur la fortune. Vous savez que les frontières de cet impôt ont été assez largement revues par Emmanuel Macron, n'est plus concerné par l'impôt sur la fortune que les patrimoines immobiliers. Tout le reste est exempté, tout le reste, y compris des objets de luxe comme des yachts. Et ça choque le patron du MoDem et maire de Pau, François Bayrou. C'était ce matin sur Europe 1. L'argent qui s'investit dans les entreprises, il est protégé de la même manière que l'argent qui s'investit dans le luxe, dans l'hyperconfort ou dans les coffres-forts. Puisque les lingots d'or eux-mêmes, à supposer que ça attire les gens, seraient exonérés. Et comme tout le monde l'a dit, les yachts, les objets de très grand luxe. Alors comment on en sort ? Ceci n'est pas juste. Ceci n'est pas juste. Dominique Régnier, c'est vrai, on aurait dû remettre dans l'ISF ces objets de luxe, ou bien après tout... Mon point de vue là-dessus, c'est, au fond, on a tué l'impôt en France, et c'est un peu vain le procès en immoralité des décisions qui ont été prises récemment, parce que quand on tolère qu'une majorité de Français est sur le revenu, une large majorité désormais, c'est en soi suffisant. Quel Français peut dire qu'il ne doit rien à la collectivité pour les bénéfices qu'il en tire? On le tolère, c'est tout à fait immoral. Donc c'est pas la peine ensuite de revenir chercher le yacht. Je crois qu'il y en a 40 yachts en France. Le yacht, le lingot, là aussi, je c'est l'occasion de dire transparente qui nous sommes. Et donc voilà, c'est trop tard ce débat sur la moralité. L'impôt sur le revenu est un impôt républicain. Il y a bien longtemps. Du tout. Et donc, pourquoi tout d'un coup faire surgir des arguments pseudo-moraux alors que nous avons renoncé au caractère d'intérêt général de cet impôt? Anne Fulda, il y a quand même une petite musique autour de ce thème qui est Emmanuel Macron, le président des riches. Ça fait un peu... Oui, je suis étonnée qu'on n'ait pas ressorti sa qualité d'ex-banquier de chez Rothschild. Ça ne saurait tarder. Mais bon, sans tomber dans la caricature, c'est vrai que ça peut sembler maladroit. Cette manière de presque une provocation. C'est vrai quand on revoit l'énumération, et d'ailleurs ça a choqué jusque dans sa propre majorité, puisqu'on voit que le rapporteur du budget, c'était une mesure qui était un peu qu'il fallait remettre en question. Il ne faut pas être dans la démagogie, mais il ne faut pas être dans la provocation non plus. Je trouve que c'est vrai que c'est un impôt autour duquel il y a toujours eu beaucoup de fantasmagorie. Néanmoins, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la provocation. Voilà, même si
ça ne concerne pas énormément de personnes, c'est évident. Mais il oublie souvent, c'est quelque chose d'assez constant chez lui, c'est étonnant de parler au peuple. C'est quelque chose qui est une constante. Et je pense qu'il faut qu'il fasse attention à ça. Ça risque de revenir en boomerang à un moment. D'autant, et je crois qu'il va chez Whirlpool demain, ou peut-être qu'on lui ressortira ces mesures. Alexandre Devecchio, c'est ne pas parler au peuple que de sortir de l'ISF les yachts et les lingots d'or. Oui, non, j'écoutais François Bayrou, je me disais qu'avec des alliés comme ça, il n'avait pas besoin d'opposants. Donc François Bayrou, meilleur opposant pour l'instant à Emmanuel Macron. Non, il avait tout à fait raison sur le fond. Je crois que ça traduit aussi l'idéologie macroniste, puisque toute l'idée est de taxer ce qui relève de l'immobilier, donc de ce qui est permanent, et finalement de ne pas soumettre à l'impôt les financiers, parce que c'est parti de ça. Donc Macron se fait le défenseur d'un capitalisme financier hors sol, au moment même où moi j'ai l'impression que pour créer des emplois en France, il faudrait plutôt tenter de recréer, de faire de l'investissement productif. Donc philosophiquement, je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est évidemment injuste, mais c'est surtout très inefficace. Lucille Schmitt, je ne sais pas si vous avez un yacht, mais est-ce que vous êtes choqué par ces mesures ? Je ne suis pas choquée sur le plan du principe, mais j'observe qu'il y a du bricolage fiscal et ça m'énerve. Parce que je trouve que 80% des ménages qui sont dispensés de la taxe d'habitation, puis de l'autre côté, il y a l'ISF comme Hollande, c'est-à-dire François Hollande nous avait promis une grande réforme fiscale, et là on se retrouve avec en fait une classe moyenne supérieure qui va se dire bon mais alors c'est moi qui paye les impôts de tout le monde. Donc ça c'est un premier sujet. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas réduire les forces vives en France aux entreprises, surtout quand on fantasme les entrepreneurs de cette manière, c'est-à-dire que c'est les actions, les obligations, et je pense que l'entreprise... Je pense que, ou les lingots, ou les yachts, donc c'est l'entreprise du yacht. Bon. En tout cas, il y a quelque chose autour de ça qui est quand même l'idée que l'esprit d'entreprise, vous savez, les fonctionnaires peuvent l'avoir, les associations peuvent l'avoir, et il y a quelque chose autour de comment est-ce qu'on libère les initiatives. Et là, 3,5 milliards de moins pour le budget de l'État, sur l'éducation, sur les services publics. Donc il y a un truc que j'aime pas en fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a ce bricolage et cette manière de considérer que 3,5 milliards, c'est rien. Ça me dérange. Considérer que les entrepreneurs, c'est ceux qui ont des actions, ça me dérange. Et considérer que la grande réforme fiscale, on ne pourra jamais la faire, donc il vaut mieux accumuler des mesures catégorielles, ça me dérange par rapport à ce que nous a vendu Macron. Par ailleurs, je suis très sensible à ce qu'a dit François Bayrou sur la justice. Je pense que quand le sentiment d'injustice commence à poindre, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc il faut très vite installer quelque chose qui restaure un sentiment de justice et que la réforme donne le sentiment d'être juste. Mais c'est les personnes qui ne vont pas payer la taxe d'habitation qui vont trouver ça injuste ? Je pense que ceux qui vont trouver ça injuste, c'est les personnes qui payent l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et qui ne payaient pas l'ISF et qui existent. Dans les sondages, vous allez voir, par définition, les personnes qui vont être exonérées de la taxe d'habitation vont continuer à trouver injuste qu'on ne surtaxe pas les lingots d'or. On a quand même besoin de se loger. D'avoir des lingots d'or, des Ferrari, des yachts. C'est la Dominique, on a compris que vous vouliez dire que c'était pas moral, mais par ailleurs, pragmatiquement, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont se retrouver à payer les impôts de tout le monde. Oui. Et ça sera un problème, parce que c'est peut-être aussi ceux qui ont élu Macron. On ne sait toujours pas si Lucille Schmitt n'a pas de yacht. Je vous dirai pas voulu répondre. Non, mais est-ce que vous croyez qu'il y a un changement d'état d'esprit, Anne Fulda on dit souvent que les Français sont jaloux, mais vous la rappeliez, ils ont quand même élu un président de la République qui a travaillé chez Rothschild et qui l'assumait parfaitement, qui a gagné énormément d'argent. Est-ce que finalement les Français ne sont pas en train d'évoluer là-dessus ? Peut-être, non mais... Il avait annoncé qu'il allait supprimer en grande partie l'ISF, il a été élu quand même. Oui, c'est vrai, non mais peut-être qu'il y a une évolution, c'est possible. Néanmoins, bon, je pense quand même qu'il y a certains symboles avec les... Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est effectivement, et notamment les classes moyennes supérieures, qui vont à nouveau être au premier chef concerné et qui vont effectivement avoir ce sentiment de eux payer alors que les super riches vont échapper à certains impôts. C'est quelque chose qui va revenir. Et ça manque d'explication, en fait, tout ça. Ça manque d'explication. Et effectivement, je suis d'accord aussi avec la nécessité de donner le sentiment que cette réforme est équitable. C'est pas
qui domine. Et je rajouterais que cette expression de ruissellement a quelque chose de gênant. Je vois l'idée. Effectivement, la richesse crée de la richesse américaine qui dit que quand les riches sont riches, voilà, l'argent ruisselle sur les autres. Je vois l'idée. Donc une petite pièce d'or. Voilà. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose que je trouve... je pense qu'il faut expliciter un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas assez de relais dans l'opinion pour expliquer derrière et qu'effectivement, du coup, on arrive à une perception qui risque peut-être d'être contre-productive. Et en tout cas, ce sentiment d'injustice peut être renforcé par une mesure symbolique, certes, mais importante quand même, qui est peut-être la suppression des allocations familiales pour les familles dites nombreuses de cas. Je vous propose de nous arrêter sur un dernier sujet, une autre réalité du week-end, même si elle est un peu parisienne. Paris sans voiture. Vous savez qu'Anne Hidalgo a interdit la circulation automobile dans Paris toute la journée d'hier, en tout cas jusqu'à 18h. Je vous propose de réagir tout de suite, et je demanderai à Dominique Régnier son avis, à cet article de nos confrères d'Atlantico, expliquant que la journée sans voiture dans Paris, eh bien, c'était Pyongyang-sur-Seine, c'est-à-dire à la fois une ville vide comme la capitale de Corée du Nord, peut-être faute de carburant, mais aussi peut-être une mesure pas totalement démocratique, puisque avec quelle légitimité un maire, une maire en l'occurrence, peut-elle interdire ce qui ressemble à une liberté fondamentale, celle de circuler? Moi, je trouve que c'est une grande question, ça. Et en particulier pour la capitale, Paris. Paris n'appartient pas à ce point aux Parisiens. C'est une ville française, européenne, mondiale, par laquelle transitent beaucoup d'activités. Beaucoup de personnes passent par Paris pour diverses raisons, et y compris, bien sûr, beaucoup de personnes qui n'habitent pas Paris. Et c'est une idée déjà, cette idée que Paris, je trouve que c'est frappant, ça me choque beaucoup, moi. Paris appartiendrait aux Parisiens, qui ne supportent pas aux Parisiens, et loin s'en faut, puisqu'on parlait d'impôts, ne supportent pas le coût de la ville. C'est la France entière qui contribue financièrement au standing d'une ville comme Paris. Et cependant, la ville se ferme à ceux qui ne sont pas en mesure de s'y loger. Je rappelle que c'est 10 000 € le mètre carré en moyenne à Paris. Donc ça me choque beaucoup pour le coup. Et puis j'ajouterais simplement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'interroger en premier, la question, c'est pas Paris sans voiture. La question, c'est Paris sans carbone. Et là, il y a peut-être une réflexion à avoir un peu plus sophistiquée que la pure répression ou la gêne occasionnée pour tous ceux qui sont dépendants de leur automobile. Lucie Schmitt, vous êtes ici la représentante officielle. Défendre cette décision. L'écologie en marche. Moi, je suis plutôt pour les journées sans voiture, pas seulement. Je voudrais quand même dire qu'effectivement, ça relève un peu de la bulle et que, évidemment, réduire la place de la voiture dans notre société, c'est bien autre chose que la journée sans voiture. C'est un peu comme la journée de la femme, si vous voulez, lorsqu'il faut faire l'égalité homme-femme. Ça prend très longtemps, d'ailleurs, c'est jamais terminé. Donc vous êtes contre la journée de la femme? Je ne suis pas contre la journée de la femme. Je pense que, comme pour la voiture, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir en termes d'organisation sociale, ne pas réduire ça à un truc de bobo. Et je pense que réduire les choses à une espèce de bulle qui allait jusque, si j'ai bien compris, le boulevard des Maréchaux, et puis en termes d'horaire, c'est au fond se faire plaisir. Et on est en fait assez loin d'avoir éclairci les enjeux qui tiennent au fait de réduire la place de la voiture, c'est-à-dire réaménager la ville. Qu'est-ce que veut dire la voiture électrique par rapport à ce que disait Dominique Régnier sur le sans carbone? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux classes sociales? Donc il y a beaucoup de choses. Et en fait, on se fait plaisir comme dans une espèce de fête un peu utopique, qui en plus est réservée, je pense, plutôt à des privilégiés. J'habite la banlieue, donc je sais ce que c'est que être à côté de Paris, réduire la place de ma voiture et en même temps ne pas aller à Paris quand il y a la journée sans voiture. On se fait plaisir, mais quand même, moi ça m'a choqué, je ne vous le cache pas. Je me dis que j'ai le droit de circuler en voiture dès lors que je ne mets pas en danger la sécurité de mes voisins. Enfin, ça vous paraît pas antidémocratique? C'est un peu autocratique, on a l'impression que c'est un peu le bon plaisir de Madame Hidalgo. Et c'est d'autant plus gênant qu'à la limite, on pourrait expliquer, concevoir dans certaines zones soient effectivement uniquement réservées aux piétons. C'est comme le reste des travaux qui sont engagés, les voies sur berge aujourd'hui, c'est un débat très parisien, je suis désolée, mais néanmoins, à aucun moment, Anne Hidalgo ne nous a expliqué au nom de quoi elle faisait ça, pourquoi, vers quel projet elle tendait. On ne le sait pas. C'est décidé comme ça, c'est imposé aux Parisiens, aux gens de la banlieue. On sait très bien qu'il y a énormément de conséquences pour beaucoup de petites entreprises, de petits chefs d'entreprise qui ont des vraies conséquences sur leur chiffre d'affaires. Je trouve qu'il y a une sorte d'irresponsabilité, quoi.
c'est assez étonnant, alors que on pourrait comprendre que si on avait des mesures effectivement chiffrées, cadrées, dire voilà, on voudrait aller vers cet objectif parce que c'est comme un vrai problème pour la santé des enfants, pour la santé en général. Il y a des vrais problèmes, mais on ne nous explique rien. C'est imposé d'en haut, sans discussion et sans explication. C'est vraiment regrettable. On va entendre Alexandre Devecchio réagir sur ce sujet, mais je propose d'abord de faire un petit passage par les réseaux sociaux, en écoutant Merwan Meadji qui surveille Internet, Twitter et tous les réseaux sociaux pour le Figaro. Bonsoir Merwan. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cette journée sans voiture ? Ce ne serait pas une grande nouvelle si je vous disais que nos internautes sur le Figaro.fr sont contre la journée sans voiture dans la capitale. Et en lisant le millier de commentaires sous nos articles qui parlent du sujet, on s'est bien amusé à lire vos plaintes. Voici un florilège des meilleures réactions. En 5, Henri Rémy nous dit « Paris saturé entre 15h et 17h, embouteillage monstre aux portes de Paris ». Anne Hidalgo pense peut-être que la pollution, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête aux frontières de Paris. 4, Troll Gentil nous dit « On ouvre les magasins le dimanche, mais on ne peut pas y aller. Entre les rues de Paris et la Corée du Nord, il n'y a qu'un... » nous dit « Eh bien, nous autres provinciaux, nous ne comprenons décidément plus rien aux gens de la capitale, alors que nous bénéficions de tout le confort moderne, eux le rejettent. » Commandeur 2 va encore plus loin que la journée sans voiture. Il nous dit qu'il préférerait un dimanche sans de Paris. Max44 nous dit enfin, Max44 est un internaute taquin. Il propose pour la prochaine journée sans voiture de la en plein milieu de la semaine. Et en faisant un tour sur Twitter, j'ai sensiblement vu la même chose. On a notamment Julien Courbet qui était ce dimanche à 15h dans les bouchons en plein Paris, hashtag la vie est belle. Ou encore Thomas, un animateur d'Europe 1 qui écrivait « Journée sans voiture, mais pas sans ordure », hashtag priorité. Et enfin,